1, 2, 3 santé, bonsoir, bonsoir José. Bonsoir Malika. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième volet sur la drépanocytose, une maladie génétique grave. La semaine dernière avec José et nos invités, nous avons parlé de la transmission de la maladie, des traitements et nous avons fait un point sur les avancées de la recherche. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette émission sur le site internet de Guadeloupe Première. Et cette semaine, vous découvrirez le quotidien pas toujours facile des jeunes patients drépanocytaires et de leurs familles. La drépanocytose, maladie grave, douloureuse, avec des complications graves, fréquentes, imprévisibles, qui va émailler la vie de ses enfants, mais des parents aussi. Allez, sans plus tarder, on écoute la question du jour. Est-ce qu'un enfant drépanocytaire peut aller à l'école et mener une vie presque normale? Nous recevons le docteur Marie Petras, pédiatre à l'unité transversale de la drépanocytose. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous parler du quotidien des enfants drépanocytaires. Alors pour mener une vie meilleure, éviter toutes les complications, quelles sont les nombreuses recommandations à respecter ? Il y a quelques recommandations parce qu'il faut savoir que dans la drépanocytose, il y a des facteurs de risque. Oui. Des facteurs de risque qui peuvent déclencher ce que nous appelons des crises vaso-occlusives. Alors ces facteurs de risque sont multiples. On va citer quelques-uns. Ce sont les facteurs où il y a des modifications de température. C'est-à-dire toute variation brutale de la température peut déclencher une complication. Les bains froids, les bains prolongés, les séjours dans les pays froids peuvent déclencher des crises. Donc, il faut une certaine prévention. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi l'activité physique. Quand les enfants font du sport, ils vont consommer beaucoup d'oxygène. Donc, s'ils font des exercices intenses, des exercices où on se retrouve dans des conditions où ça nécessite beaucoup d'oxygène, ils peuvent avoir des complications, des crises vaso-occlusives. Donc vous dites bien, c'est l'intensité de l'activité, mais une petite activité régulière est quand même bénéfique. Elle est conseillée pour l'épanouissement de l'enfant. Tout enfant drépanocytaire doit avoir une activité physique, mais mesurée. Voilà. Tout à fait. Et insister, surtout pendant cette activité physique, sur l'hydratation dont vous venez de parler. L'hyperhydratation. Oui. L'eau est un traitement pour toutes les personnes qui sont atteintes de drépanocytose. Il faut boire énormément. Il faut boire de façon régulière. Et quand on fait une activité physique où on va transpirer, il faut encore augmenter la quantité d'eau qu'on va prendre. Alors cette hydratation, cette hyperhydratation permet de fluidifier le sang, d'éviter le blocage des globules rouges dans les vaisseaux. C'est cela. Il faut également éviter le manque d'oxygène. Toute situation qui entraîne un manque d'oxygène est néfaste pour le sujet drépanocytaire. Prendre l'avion, par exemple. L'avion, les gros porteurs sont pressurisés. Ils ont de l'oxygène. Donc, ils peuvent prendre l'avion avec des précautions. Dans l'avion, c'est très climatisé, il fait très froid, donc il faut être couvert. Il ne faut pas voyager avec des pieds nus, il faut voyager avec des baskets. Il faut voyager avec des vêtements, souples, des vêtements amples. Qui ne compriment pas. Toute compression va entraîner des crises vaso-occlusives. Donc, mais les enfants ou les patients drépanocytaires peuvent prendre l'avion. Et pareillement, dans l'avion, ils doivent s'hydrater. Parce qu'avec la climatisation, ils se déshydratent. Donc, beaucoup d'eau, des vêtements chauds, marcher régulièrement pour empêcher la stase veineuse. Quand vous restez longtemps assis, vous ralentissez votre débit sanguin. Et à ce moment-là, c'est un risque aussi d'avoir des complications à type de vaso-occlusion et de douleur. Il faut marcher régulièrement. Il y a aussi des vaccinations spécifiques en dehors de toutes les vaccinations recommandées chez les enfants. Tout à fait. Cet enfant drépanocytaire, de par sa pathologie, est un enfant qui a des défenses diminuées. Cet enfant est sensible à un type de germe, on vous en a déjà parlé, c'est le pneumocoque. Pour cela, il nécessite une vaccination élargie, une vaccination qui va viser ce type de microbe. Donc, ils reçoivent plus de vaccins que les autres enfants. Revenons sur maintenant un des faits importants. Une des grandes avancées, c'est l'antibiothérapie systématique et permanente. Très bien. Il faut savoir qu'avant, les enfants drépanocytaires
dans les pays où il n'y avait pas de traitement, payaient un lourd tribut à la maladie. Dans certaines tribus d'Afrique, on les appelait des éphémères. La pénicilline a changé le visage de cette maladie. Cette prévention a permis de passer de l'enfance à l'âge adulte. C'est un traitement à base d'antibiotiques. C'est de l'oracyline. Il faut le prendre régulièrement, mais tous les jours, parce que ce médicament, les enfants ne le stockent pas. Il est éliminé régulièrement par les reins. Si vous le prenez un jour, que vous ne le prenez pas 2 jours, ça ne sert à rien. C'est tous les jours pour que vous ayez un niveau stable qui va vous permettre de lutter si vous rencontrez le pneumocoque. Il y a aussi un suivi médical spécialisé, y compris un bilan annuel. Tous ces enfants bénéficient d'une prise en charge organisée. Dès que l'annonce a été faite de la pathologie, ils sont pris en charge. Jusqu'à 1 an de vie, ils ont une consultation tous les mois. À partir de 2 ans, tous les 2 mois. Ensuite, à partir de 3 ans, tous les 3 mois, avec des bilans sanguins réguliers. Et à partir de la première année de vie, ils ont un bilan annuel hospitalier qui nous permet de faire l'évaluation de leur état de base. Et maintenant, ce nouveau traitement, le traitement intensifié par le cyclos, qui est l'espoir de beaucoup de parents. Le cyclos, c'est de l'hydroxycarbamide. C'est une molécule relativement forte. C'est une molécule qui était donnée dans d'autres pathologies, mais cette molécule a le pouvoir d'augmenter l'hémoglobine fœtale. L'hémoglobine fœtale est une bonne hémoglobine. Cette hémoglobine fœtale va permettre d'augmenter le taux de base de l'hémoglobine, donc diminuer l'anémie, et surtout, ça va, réduire le nombre de crises. Donc, quand le patient ou l'enfant est bon répondeur au cyclos, on voit la fréquence des hospitalisations diminuer, mais de façon impressionnante. Pareil, c'est une contrainte, ce sont des enfants. Mais c'est important de prendre ce traitement régulièrement. Beaucoup de contraintes pour ces enfants? Comme je viens de vous le décrire, ce sont des enfants de santé fragile, ce sont des enfants qui nécessitent qu'on fasse attention, ce sont des enfants qui nécessitent que les parents soient vigilants. Donc, c'est une source d'anxiété pour la famille. Et ce sont des enfants, ils grandissent bien, mais ils ont des périodes où ils peuvent être chagrinés par leur maladie. Donc, ce sont des enfants, je dirais qu'ils vivent, mais la qualité de vie est parfois difficile. Alors, le risque de complications et les hospitalisations fréquentes vont forcément perturber la vie de ces enfants. Écoutez ce témoignage. Ali, qui a 12 ans, il est drépanocytaire et exprime ses ressentis à travers un slam. L'une des indications de la transfusion sanguine chez les enfants drépanocytaires est l'anémie aiguë. Alic nous invite à donner notre sang pour améliorer la vie, le quotidien des enfants drépanocytaires. N'oublions pas, donner du sang peut sauver une vie. Je suis drépanocytaire et ce n'est pas pour me plaire. J'ai toujours besoin de sang, tous les stands du don de sang. Prends la peine d'avoir du temps pour aller donner du sang, car j'en ai vraiment besoin, ne reste pas dans ton coin. Venez donner du sang pour guérir nos enfants qui souffrent énormément. Je te demande pas la lune, car ce serait pour des prunes, mais juste un peu de ton temps et de précieuses gouttes de sang. Je te dirai 1000 merci, car je suis à ta merci. Et merci, merci encore une fois, car c'est toi qui me sauves cette fois. J'ai écrit au texte pour dire aux gens d'aller donner du sang pour soigner un peu les drépano, pour leur donner du sang. C'est pour leur dire qu'on a besoin de ce sang, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller donner et que ça peut sauver des vies. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé avec le docteur Marie Pétras. Docteur, est-ce que c'est compliqué d'apprendre aux enfants à gérer leur maladie? Ce n'est pas compliqué. Parce que les enfants, ce sont eux qui souffrent, mais c'est-à-dire que c'est un apprentissage qui est long. Parce qu'il faut que l'enfant arrive à
se dire qu'il est malade, qu'il prenne possession de cette idée. Et ensuite, quand cette idée est bien acquise, à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus simples pour qu'il respecte son traitement, pour qu'il puisse faire les choses qui vont améliorer sa santé. Un enfant qui a envie de jouer, de courir, est-ce qu'il va se réfréner ses ardeurs et se rendre compte qu'il ne peut pas avoir une activité petit à petit, intense? Il va voir qu'il a des limites. Parce que petit à petit, il voit bien que s'il joue trop, il est très essoufflé. Donc de lui-même, il va s'arrêter un moment. Donc nous, on lui conseille de le faire. C'est vrai qu'au début, ils sont fougueux, ils font plein de choses, mais après, il va tout doucement apprendre à se mettre des limites, à ne pas puiser dans ses réserves. D'accord. Il y a un nécessaire apprentissage des parents aussi, dans la détection des complications, par exemple. Obligatoirement. Les parents, ils reçoivent de l'information, ils sont au fait de la maladie. Ça leur permet d'être des acteurs efficaces dans la prise en charge de leur enfant, de savoir réagir à toutes les situations possibles, c'est-à-dire ne pas perdre de temps pour ne pas faire courir de risques aux enfants. Ça s'appelle l'éducation thérapeutique des parents. Les parents et l'entourage aussi, je pense à l'école, par exemple. Ceux qui gardent les enfants. Bien évidemment, tous les gens qui sont amenés à être en contact avec des enfants drépanocytaires sont informés. Ils savent quelles complications qui sont susceptibles d'arriver et comment y faire. Nous rédigeons chaque année à la rentrée scolaire un PAI, c'est-à-dire c'est un document qui dit aux enseignants que l'enfant peut avoir tel et tel signe et en fonction de ces signes, quelle est la conduite à tenir. D'accord. Un quotidien compliqué pour les enfants, mais aussi pour les familles. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. 1, 2, 3 santé, nous sommes toujours avec le docteur Marie Pétras, qui est pédiatre à l'unité transversale de la drépanocytose. Et nous a rejoint sur ce plateau Marie-France Tyrolien. Bonsoir. 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 Vous êtes présidente de l'association GED pour Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Cette association existe depuis combien de temps? Alors en fait, c'est une association qui a existé en 2 temps, qui était d'abord l'association pour la formation et le dépistage de la drépanocytose, et qui est maintenant, depuis pratiquement 5 ans, Guadeloupe Espoir Drépanocytose, GED. Il y a d'une belle métaphore parce que... Tout à fait. Voilà, GED aussi. GED, voilà, tout à fait. Et donc, souvent, on dit GED et on rajoute « et vous ». Donc, ça permet aux gens un petit peu de se sensibiliser sur la problématique de la drépanocytose. C'est justement l'objet de votre association, aider les parents, les accompagner. Tout à fait. Tout à fait. En fait, vous savez, une association, je pense que c'est pour beaucoup de parents qui ont des enfants malades, c'est une thérapie. Moi, la première fois que je suis rentrée dans une association, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir parler de la maladie de mes enfants et sans m'effondrer à chaque fois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye de transmettre cette force aux parents qui nous rejoignent. Il y a des parents qui, en fait, avant, n'arrivaient même pas à dire le nom, sans s'effondrer, ils pleuraient tout le temps. Et dans l'association, on a des moments bien sûr difficiles, mais on essaye de mettre des moments de joie ou des moments où on se retrouve et on met des activités. Et ce qui est bien en ce moment, c'est que beaucoup de parents qui ne sont pas du tout concernés par la maladie nous rejoignent parce qu'ils disent qu'ils ont aussi leur importance. Eux, ils ont des enfants qui n'ont pas du tout de problème de santé et ils font des activités avec nous. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, une association, ça permet vraiment de se ressourcer. Docteur Pétras, c'est important ce soutien des associations? Oui, tout à fait. Même pour nous, les soignants, ça nous aide. On travaille en commun. Ils nous aident aussi à améliorer. Par leur voix, on entend et parfois ils nous aident à obtenir du matériel pour aider les enfants drépanocytaires. Donc c'est très important. Quelle est la principale demande des parents? La principale demande des parents, c'est d'abord l'écoute. Ils arrivent, très peu en fait de parents arrivent pour une demande financière. On pensait qu'au début on allait être un peu sollicités souvent. Et en fait, non, on se rend compte que les parents viennent souvent, alors souvent après un coup dur. Alors soit parce que l'enfant est hospitalisé, a été transféré en réanimation, donc ils ont eu peur, ils ont besoin d'avoir l'avis de d'autres parents, donc ils nous rejoignent. Et en fait, après, ils viennent aussi, et même ils demandent à être efficaces. Alors, ils demandent à faire des choses, ils demandent à accompagner d'autres parents. Les parents viennent nous demander des conseils sur un médicament. Tiens, on m'a donné ça. Est-ce que vous aussi, on l'a donné à vos enfants? Est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été mieux? Les parents, on aide aussi. Alors, on intervient sur les écoles. On intervient justement parce beaucoup d'instituteurs, malheureusement, et d'institutrices. Expliquer aux enseignants. Voilà, elle a parlé des PAI tout à l'heure. Ils ne maîtrisent pas la drépanocytose. Et c'est vrai qu'on entend des instituteurs qui disent « Ah, mais c'est un feignant, vous savez, il ne veut pas travailler beaucoup. »
Et en fait, non. Il n'y a pas d'enfant feignant. En fait, il faut bien dire qu'un enfant, comme disait le docteur Petras, qui a une hémoglobine basse, n'aura pas la même vivacité qu'un enfant qui a une hémoglobine normale. Donc, on explique ça aux instituteurs et on est maintenant beaucoup sollicité par les établissements scolaires et on va dans les classes, alors surtout dans les classes des enfants de l'association, parce que les parents nous disent il y a le PAI, est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir dire à l'institutrice qu'il doit boire régulièrement? Et on explique aux instituteurs et aux institutrices que ça ne va pas être un jeu. Il faut qu'il ait sa bouteille régulièrement et forcément, il faut qu'il puisse aller aux toilettes automatiquement, régulièrement aussi. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de parents d'un enfant drépanocytaire. Ils font d'ailleurs partie de votre association. Ils nous racontent la maladie et comment il faut apprendre à vivre avec. Avoir un enfant drépanocytaire est un tournant dans la vie de toute la famille. Sa prise en charge devient souvent, au quotidien, la préoccupation première des parents. Il faut adapter le mode de vie familial à la prévention des complications. La maladie de Léane n'a pas toujours été très facile. On n'a pas vécu très facilement avec dès le début. Hein. C'est vrai qu'on apprend que son enfant est drépanocytaire. Elle était régulièrement hospitalisée. Et c'est vrai que tous les mois, entre 1 semaine et 10 jours, quelques mois, voire 2 fois dans le mois. Donc c'est vrai que... Et puis au fur et à mesure, avec le soutien de notre famille également, on a appris à trouver une certaine organisation, trouver du temps pour notre fils, trouver du temps pour nous aussi, puisque même la vie de couple est complètement bouleversée. Et puis, moi j'avais plus de chance avec mon employeur qui lui était beaucoup plus compréhensif. Donc c'est vrai que moi je restais beaucoup plus au chevet la nuit. Et je reprenais le travail quand ça allait mieux grâce à papy et mamie qui venaient nous soutenir et prendre notre place à l'hôpital. Alors l'école, ça se passe très bien. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une équipe enseignante qui l'encadre et qui surtout met parfaitement en place le PAI. Donc avec une directrice et puis des enseignants qui suivent les instructions à la lettre. Donc elle boit très très bien, elle est très bien intégrée dans ses différentes classes hein, depuis qu'elle est là. Au début, c'est un petit peu difficile pour les loisirs. Mais maintenant, on s'est habitué, nos amis, même si on n'est pas là, ils vont faire attention à Léane, soit la couvrir. Donc à ce niveau-là, pour nous, on a l'impression de vivre normalement avec les amis formidables qu'on a dès qu'on sort. Donc on arrive à avoir une vie sociale, une bonne vie sociale. Ouais. Hein. On sort, on va au resto, on va au ciné. Alors les vacances, ça fait 2 ans qu'on commence à partir en vacances. Ouais. Parce qu'on ne pouvait pas prévoir des vacances puisqu'elle était régulièrement hospitalisée. Trop faible pour prendre l'avion également. Donc là, ça fait 2 ans qu'on part en vacances. Qu'on arrive à organiser des vacances puisqu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on n'a fait que 2 croisières. On est parti en Martinique, on n'a pas encore pris l'avion avec elle. Mais bon, j'espère que d'ici... Elle a eu l'autorisation de prendre l'avion l'année dernière, donc ouais. Normalement, cette année, si tout va bien. Cette année, si tout va bien. Elle prendra l'avion pour la première fois. Alors moi, j'en parle assez facilement. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. La première année, dès que j'essayais, je m'effondrais. Pour moi, plus on va en parler, mieux ce sera, parce qu'aujourd'hui, je me rends malheureusement compte que pas mal de personnes ne savent pas ce que c'est la drépanocytose. On a aussi un gros avantage, c'est qu'on fait partie d'une association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Donc notre but, c'est d'informer le plus de personnes possible pour faire reconnaître cette maladie et faire avancer les choses. Il y a beaucoup de préjugés également, notamment de la part de même certaines personnes dans notre entourage hein, qui au début, notamment les employeurs, plus l'employeur de mon mari, puisque moi le mien est très compréhensif, qui pour eux la drépanocytose, je dirais même certains ont l'impression que c'est juste un rhume. Il faut savoir que la drépanocytose, l'enfant peut avoir une crise alors qu'il y a 30 minutes il jouait. Et tant qu'on n'a pas vraiment l'avis du médecin, puisque c'est une maladie qui peut basculer très rapidement dans un état assez critique, on ne peut pas se permettre de laisser son enfant et de partir. Certaines personnes même se permettent de comparer l'asthme à la drépanocytose. L'asthme, c'est certes une pathologie, même pas aussi dure et difficile que la drépanocytose, parce qu'il faut savoir que quand Léane est en crise, elle a vraiment des crises très douloureuses. Elle est sous morphine. Et la morphine ne la soulage pas forcément tout de suite.
Donc c'est très très compliqué à faire comprendre à certaines personnes que la drépanocytose, il faut la prendre au sérieux. Et puis il faut en parler. Il faut qu'on fasse des choses, il faut que ça avance parce qu'on n'en peut plus d'avoir nos enfants souffrir autant. Marie-France Tyrolien, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Est-ce que justement vous menez des actions auprès des employeurs pour qu'ils comprennent mieux la drépanocytose? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a dû intervenir à plusieurs reprises parce que, bon, comme vous disiez au début de l'émission, les enfants sont hospitalisés au début, parfois très souvent. Ouais. Et on ne peut pas imaginer qu'un enfant aille tout seul à l'hôpital. Et les employeurs ne comprennent pas toujours, même s'il y a le papa et la maman. Hein, le fait de se relayer, c'est très difficile de travailler et de savoir que son enfant ne va pas bien à l'hôpital. Donc on essaye d'expliquer ça aux employeurs en disant les parents savent très bien l'enjeu de la maladie. Ils ont besoin d'être présents. Et surtout que ce sont parfois des situations graves. Tout à fait, tout à fait. Et on imagine bien qu'un enfant qui fait par exemple un syndrome thoracique, ce qui est plus grave dans la maladie, on imagine bien que la maman peut pas être tranquillement à son travail alors que son enfant va mal à l'hôpital. Donc on essaye d'expliquer ça aux employeurs, surtout que c'est une maladie qui est un peu insidieuse. L'enfant peut être très bien la veille et le lendemain très mal. On explique la maladie. Bon, des fois ça passe, certains employeurs sont très à l'écoute, surtout que les parents font beaucoup d'efforts. Des fois ils se privent de leur congé, ils remplacent les jours qu'ils ont manqués par leur congé. Mais il y a des employeurs, bien sûr, qui ne comprennent pas. Et c'est vrai que j'espère qu'ils vont, avec cette émission, écouter un peu plus. Docteur Petras, quand les parents ont déjà un enfant drépanocytaire, au bout d'un certain temps, ils souhaitent avoir un enfant. Comment se passe ce désir d'enfant? Alors, sachant que quand ils ont eu un enfant drépanocytaire, c'est un couple à risque, ils ont la possibilité d'avoir un conseil génétique, c'est-à-dire une information qui va bien leur expliquer la transmission et aussi leur permettre de recourir à ce que nous appelons le diagnostic anténatal. C'est-à-dire avant la naissance du bébé, ils peuvent savoir quel sera le type d'hémoglobine du fœtus. Et à ce moment-là, ils peuvent choisir, ils ont le choix. De façon éclairée, ils peuvent recourir soit à garder leur enfant ou à une interruption médicale de grossesse parce que c'est une pathologie sévère. En fait, la décision est fonction du risque et de la gravité souvent de la maladie du premier enfant aussi. Probablement, il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent, le ressenti, le vécu des parents. Mais ils ont cette possibilité. Donc, ce ne sera plus une surprise. Merci beaucoup, Dr Petras. Merci beaucoup, Madame Tyrolien. Merci à vous d'être venue sur notre plateau. José, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission santé. En attendant, Yemouna nous fait tout de suite la synthèse de cette émission. Messieurs et dames, bien bonjour. Aujourd'hui là, nous allons parler de drépanocytose, puisque semaine passée, nous avouons que c'est une maladie à sang, que c'est une maladie qui est grave et qui cabaye en l'eau doulée. Aujourd'hui là, eh bien, nous avons des précautions pour éviter les désagréments que la maladie là a provoqué à cette timona. Par exemple, eh bien, il faut cette timona sabre en l'eau de l'eau. Il faut éviter les activités physiques qui sont trop brutales. Il faut éviter le froidi, donc il faut chauffer bien. Et aussi, il faut prendre des antibiotiques pour éviter des infections ou encore pour une série de vaccins spécifiques par rapport à la maladie. Alors, déjà, tout comprendre que comme ces timona, ça comme souvent à l'hôpital, donc ça peut poser des problèmes au niveau à l'école, ça peut poser aussi des problèmes au niveau à vie sociale et vie professionnelle à ces familles-là. Donc, nous trappons 2 ou 3 témoignages à Sissa, par exemple, Alik, 12 l'année, qui témoignait avec un bel slam. Nous trappons aussi Missier Mancoésie et pour bout, Mantirodien, président de l'association à Moun qui tini drépanocytose en Guadeloupe, qui a accompagné ces familles-là parce que à pas rien qui molle. Nous bout pour aujourd'hui là. Toujours songer que c'est on seul qu'on nous nie. Alors, faut nous prendre précaution et puis rester docteur. À dans notre soleil.